Bonjour et shalom, Richard Darmon dans le studio Kalita pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient qui va être consacrée cette semaine à l'analyse du plan du siècle présenté le 28 janvier dernier à Washington en présence de Benjamin Netanyahou par le président Trump concernant le processus de paix ou une relance du processus de négociation entre Israël et les Palestiniens. On va tout de suite commencer à regarder un court extrait du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui, au retour de Washington, a présenté le bilan de cette semaine qu'il trouve extrêmement positive. S'il y a bien une semaine qu'on peut qualifier d'historique, c'est cette semaine. Je suis revenu de Washington et j'ai rencontré à 2 reprises le président Trump. Il a donc présenté son plan du siècle qui comprend entre autres la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté israélienne sur une bonne partie de la Judée-Samarie et sur la vallée du Jourdain. C'est la réalisation d'un rêve que nous avions depuis longtemps. J'ai travaillé avec l'équipe du président Trump 3 ans et je dois le remercier pour cette décision historique. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre israélien de retour de Washington. Alors pour parler aujourd'hui avec nous de ce sujet qui est extrêmement brûlant puisque on n'arrête pas d'en parler dans les rédactions, il y a un processus qui a été enclenché, il y a beaucoup de critiques. Avec nous Zvi Mazel. Zvi, bonjour. Bonjour. Vous avez été entre autres ambassadeur d'Israël en Roumanie au début de votre carrière dans les années 90, puis aussi en Suède entre 2002 et 2004 et aussi ambassadeur en Égypte. Vous êtes aujourd'hui chercheur au Jerusalem Center for Public Affairs, JCPA, appelé en français le CAP, le Centre des Affaires Publiques et de l'État, dans les domaines de la géopolitique moyen-orientale et des questions islamiques. Et à ce titre, vous êtes auteur de nombreuses études et analyses et aussi d'articles de presse sur les pays de la région et les phénomènes géopolitiques agitant le Moyen-Orient. Alors, une question qui s'impose dans ce début d'analyse, comment vous réagissez au plan de Trump ? Quelle est votre analyse en quelques mots ? Écoutez, je crois que le plan présenté par Trump est au niveau de la situation politique, n'est-ce pas, de ces conflits et de l'histoire de ces conflits. Les Palestiniens ont repoussé toutes les plans qui leur ont été présentés depuis 100 ans, depuis la déclaration de Balfour. Ils croient, ils répètent toujours qu'ils veulent tout. Le tout est tombé maintenant, n'est-ce pas, à peu près à 22%. Mais c'est normal, écoutez, chaque fois qu'ils repoussent, ils perdent, parce que l'autre avance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël est une entité étatique, n'est-ce pas, qui se retrouve sur sa terre, n'est-ce pas, elle doit se défendre. Alors, quand les Palestiniens disent chaque fois non, 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 nous, on avance. Donc, on ne peut pas donner des prix à des gens qui refusent tout le temps. Alors, ces plans, bien entendu, en ce qui concerne les Palestiniens, c'est le pire des plans, mais c'est la réalité politique ou militaire de ce conflit. Il faut comprendre cela. C'est le résultat aujourd'hui de l'affrontement à la fois militaire et diplomatique entre les deux parties. Depuis 100 ans. Et, écoutez, je vais vous dire, si vous me permettez, je vais dire autre chose. Et on n'a pas l'habitude de le dire parce qu'il faut être politiquement correct. Les Palestiniens ne sont pas Palestiniens, sont des Arabes, font partie de la grande nation arabe. Ils ont occupé... Après avoir reçu l'islam, ils ont occupé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ils ont détruit toutes les grandes cultures, la perse et mésopotamienne, et hellénique, et polythéiste égyptien, les berbères, etc., etc. Ils ont imposé l'islam. Ils ont tué quelques millions de personnes, islamisé le reste. Écoutez, ils se trouvent ici illégalement, si vous voulez dire. Et donc, alors, ils se trouvent ici par occupation, et nous, Israël, le peuple juif, n'a jamais laissé tomber Israël.
on a toujours réclamé ces pays, seulement on n'avait pas les moyens politiques ni les militaires pour venir ici, sauf avec le début du sionisme. Bien entendu, quand je dis tous ces beaux mots, tout le monde dit, oh, écoutez, c'était très loin, c'est l'histoire. Non, c'est pas l'histoire, c'est notre pays, ça a toujours été. Et, écoutez, ils ont réussi à islamiser l'Afrique du Nord et devenu tout arabe. Ok, aussi le Moyen-Orient. Mais Israël n'est jamais devenu arabe. Les Arabes n'ont jamais créé un État ici, absolument pas, vous voyez. Palestine quelconque, ça n'a jamais existé. Non, la Palestine, c'est le nom gréco-romain. Gréco-romain d'Israël, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les Palestiniens. Les Palestiniens ne peuvent pas même prononcer le mot paix. Et Palestine vient des géographes et historiens et grecs et Hérodote, n'est-ce pas? C'est lui qui a donné ce nom à ce territoire-là à cause des Philistins qui étaient là. Donc, écoutez, tout le problème est que les conflits ici se trouvent présentés à l'opinion mondiale par une presse anti-israélienne, surtout la presse européenne, et en partie la presse américaine aussi, comme CNN. Donc il y a un problème très grave. On arrive maintenant au bout de tout cela, et le président Trump et ses amis, les gens qui étaient tout autour de lui, ont compris. Ils ont donné aux Palestiniens, à ces gens-là qui s'appellent Palestiniens, dernière chance d'avoir un État. Ils ont dit un État, et puisque notre Premier ministre Netanyahu a dit qu'il accepte les plans, il accepte donc un État palestinien, il n'y a pas de doute. Mais ça devait être, n'est-ce pas, un point de départ pour négociation. Mais automatiquement, les Palestiniens ont dit non. Comme ils ont dit il y a 100 ans, il y a 90 ans, il y a 80 ans, 70 ans, etc., etc. Ils sont en train de perdre. Bon, alors justement, il y a des analyses controversées, y compris en Israël, parce que d'un côté, il y a incontestablement la reconnaissance pour la première fois par la première puissance du monde en rupture avec la tradition diplomatique, y compris des États-Unis et bien sûr de l'ONU et de l'Europe, la reconnaissance que le cœur de la patrie juive d'Eretz Israël, c'est Jérusalem et la Judée-Samarie. Et donc, il y a là un pas considérable qui a été franchi. On avait vu d'ailleurs l'administration Trump, il y a quelques mois, déclarer, c'était comme une préparation, que les localités juives, que la presse appelle des implantations, les localités juives de Judée-Samarie ne sont pas illégales et ne sont pas un obstacle à la paix. Bon, il y a eu aussi la déclaration sur Jérusalem, la déclaration sur la souveraineté israélienne sur le Golan. Ce plan s'est fait annoncer déjà. Mais là c'est un grand coup d'une certaine manière, dans le sens où il y a l'affirmation des droits du peuple juif sur la Judée-Samarie. Il reste néanmoins que, si j'ai bien lu le plan, il est possible donc pour Israël d'appliquer sa souveraineté. Il sera possible pour Israël d'appliquer sa souveraineté sur 25 à 30% de la Judée-Samarie. C'est-à-dire qu'en fait, l'État palestinien va quand même se développer et exister, si toutefois il existe, sur 70% environ de la Judée-Samarie. Et donc, il y a un commentateur qui avait dit que ça représente à peu près le double des terres qui contrôlent déjà par l'autonomie résultant des accords d'Oslo. Donc en fait, ils obtiennent quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors évidemment que peut-être c'est ça aussi qui fait beaucoup plaisir à Israël, au gouvernement actuel et disons à la droite israélienne, c'est que il faut bien lire entre les lignes, et même les lignes elles-mêmes, c'est que l'État palestinien que les Américains se proposent de reconnaître, c'est conditionné à une dizaine de clauses et de conditions qui sont assez drastiques, notamment cet État. D'abord, je crois, si je me trompe bien, il faut qu'ils reconnaissent tout le plan de Trump et pas ce qui les intéresse seulement, les Palestiniens. Il faut qu'ils reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. Il faut que leur État soit démilitarisé. Ils n'auront pas de contrôle sur les frontières. Tsahal pourra toujours intervenir, y compris sur leur territoire en cas de danger terroriste. Et tous les contrôles, par exemple, des ondes électromagnétiques et de l'espace aérien sera israélien. Ce sont des conditions difficiles pour les Palestiniens, mais si je me souviens bien, vous allez me confirmer, c'est que quand le Premier ministre Netanyahou, en 2009, dans son discours de Bar Ilan, avait reconnu l'État, c'était d'ailleurs
très étonnant. La presse israélienne n'en est pas revenue. On dit comment le grand leader révisionniste de la droite révisionniste israélienne, il reconnaît la possibilité d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain. Mais les gens n'avaient pas regardé, comme d'ailleurs ils n'ont pas regardé le plan Trump d'aujourd'hui, notamment les gens de droite ici qui disent un État palestinien. Mais il y a 10 conditions drastique pour les Palestiniens avant qu'il y ait un État pour eux, sans parler de Jérusalem. Et donc, c'est quasiment la reprise par le plan Trump des conditions qui avaient déjà été énoncées pour la création d'un État palestinien par Netanyahou dans son discours de Bar Ilan. Vous êtes d'accord ou... Je suis absolument d'accord, mais attention, il y a quand même une espèce de développement des positions et politiques des Palestiniens et des Israéliens. En 1947, oui. Les plans de partage, Israël a accepté un État palestinien, un État arabe, on appelait ça, et un État juif, n'est-ce pas? Ils ont repoussé, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre, et puis jusqu'à 1967, cet État, ces territoires de la rive droite, de la rive gauche du Jourdain, qu'on appelle nous Samarie et Jéhouda Samaré, étaient dans leurs mains. Mm-hmm. Donc écoutez, si vous voulez, les résultats, enfin ces plans-là, et les résultats de la position arabe, c'est ça. Alors nous, on doit se défendre, alors on avance de l'avant, comme je dis tout à l'heure. C'est ça le problème. Alors à un moment donné, même les Likoud, dans les temps, dans les années avant, n'est-ce pas, étaient d'accord pour un État palestinien. Bon. C'est vrai que dans Jordanie, ils avaient dit Jordan is Palestine. Oui. De toute façon, dans le Likoud, il y a aussi des gens qui ne sont... Il y en a qui sont vraiment idéologiquement Eretz Israël Hashlema, les grands Israël. Et il y en a qui disent il y a une certaine réalité, il faut accepter, il faut trouver une solution avec les Arabes et vivre ensemble. Mais actuellement, nous sommes poussés par les Palestiniens d'avoir des attitudes comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils disent non à tout. Alors maintenant, eux, d'ailleurs, ils ont encore une chance. Ils peuvent dire, OK, en principe, on accepte, on n'aime pas ça, on accepte à négocier là-dessus. Et à mon avis, à mon humble avis, si il y a une très bonne négociation, ils laissent tomber ce qu'ils appellent les droits de retour qui n'existent pas, les droits de retour des réfugiés. Oui. Alors, on peut arriver peut-être à une petite chose assez importante pour ces gens-là, parce qu'on comprend les problèmes, on comprend. Mais quand ils disent non, donc il n'y aura même pas de négociation. Israël fera sa part et va probablement annexer certains territoires d'après ses plans, après les élections, d'après ce que je comprends. Ça c'est aussi, normal. C'est une autre point d'interrogation. Oui. Mais finalement... comment dirais-je, ce qui est important, pas seulement l'énoncé du plan avec ses conditions qu'il faut lire, il y a 180 pages et c'est assez précis, mais il y a aussi des échanges de territoires qui sont prévus, puisque outre donc 70% de la Judée-Samarie, les Palestiniens pourront, si la négociation va jusque-là, obtenir certaines terres le long de la frontière égyptienne dans le Negev, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes. C'était d'ailleurs un des paramètres Trump de la négociation de tabac qui avait envisagé ça, enfin après l'échec de Camp David de l'an 2000, et on a resservi ça comme une possibilité. D'ailleurs, soit dit entre parenthèses, il y a aussi un paragraphe du plan qui prévoit que si les Arabes israéliens du Triangle, de la région du Triangle, dans la basse Galilée, où il y a d'importantes villes arabes, voulaient rattacher leur ville à l'État palestinien, ce serait quelque chose de négociable. Ce qui est intéressant, soit dit en parenthèse, c'est que ils ont déjà refusé. Ils ont déjà refusé. Ils se sont dit mais comment, c'est une injure, on est des Israéliens arabes, etc. Le double langage. Mais c'est assez remarquable parce que ce plan, c'est ça que j'allais vous poser comme autre question. Au-delà de son contenu, on va peut-être revenir tout de suite sur la question de Jérusalem, de la démilitarisation. Ce qui est quand même important, au-delà de ce qu'il déclare, c'est la dynamique qu'il enclenche. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire que d'un côté, il met les Palestiniens au pied du mur, au pied d'un refus qui risque d'être pathétique pour eux, et en même temps, il ouvre pour Israël une dynamique extrêmement positive, d'une certaine manière. Il n'y a pas de doute. Et seulement notre problème est... Écoutez, c'est présenté comme ça par l'Amérique, qui est la plus grande puissance du monde. Ça, c'est très important, il n'y a pas de doute. Mais il y a de l'autre côté de l'océan, il y a les Européens qui sont anti-israéliens, anti-sionistes, etc., etc. Et eux, ils n'acceptent pas ces plans. Donc, nous l'acceptons et nous allons agir
selon ces plans, probablement, parce qu'il n'y a pas pour nous d'autres possibilités après ce refus très, très long arabe. N'est-ce pas? Mais il y a un problème. Nous voudrions bien ne pas se mettre en guerre avec le monde entier, et surtout avec l'Europe, et trouver une solution. Mais pour l'instant, donc, alors, la réalisation de ces plans a été poussée après les élections. On va voir si on a un vrai gouvernement en place, et un gouvernement de coalition aura la force politique de le faire, et aussi expliquer ça au monde entier, aux Nations Unies, etc., etc. Mais il faut que nous soyons forts, n'est-ce pas, vraiment forts, avant de commencer à les réaliser sur le terrain. Alors justement, qu'est-ce qu'Israël a redouté de ces jours-ci, ça fait déjà quelques jours que ça a été commencé, c'est ce que le président de l'autorité palestinienne donc, a refusé le plan en disant, je crois que le soir même il a dit, je dirais 1000 fois non, 1000 fois non à ce plan, donc 1000 raisons de dire non. Qui s'ajoute aux dixièmes de milliers de fois où ils ont dit non à tous les autres plans, ce qui est vrai. Moi, j'avais compté d'ailleurs dans une étude que jusqu'au plan de Trump, il y avait eu depuis donc, la conférence de San Remo et donc l'époque des années 20 du siècle précédent, il y avait eu 19 plans de paix qui ont été proposés. Oui, celui-là, c'est le 19e ou le 20e depuis en un siècle. Ils ne sont pas très connus tous, mais ça a été. Voilà. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'Israël aurait à redouter de cette offensive diplomatique que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui est parti à New York pour ça, à l'ONU, a qualifié d'intifada diplomatique contre Israël. Est-ce que c'est dangereux pour Israël? Non, c'est pas dangereux, mais c'était une mauvaise presse. Parce que la presse européenne et une partie de la presse américaine est contre nous. Elle est très contente de prendre les paroles d'Abou Mazen et en faire toute une grande histoire. C'est ça le problème. Mais seulement, aux Nations Unies, nous avons le veto américain avec nous. C'est ça qui nous défend. Mais on n'aime pas être défendu par un veto, mais il n'y a pas autre choix. Il n'y a pas autre choix. D'ailleurs, j'ai appris aussi par la presse aussi d'ailleurs, que même les Russes ont dit quelque chose en sourdine aux Palestiniens. Ne dites pas immédiatement non. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire, etc., etc. Et d'ailleurs aussi, la proposition la résolution qui va être présentée au Conseil de sécurité ne parle pas de l'Amérique, elle parle d'un plan virtuel qui ne correspond pas au droit international, un truc comme ça. Même Palestiniens, ouais. À la dernière minute, ils font un petit retrait. Ils ont fait un petit retrait. C'est très, très, très important. Écoutez, nous voudrions que tout le monde soit d'accord avec nous. Parce qu'on doit l'être, parce qu'on a vu les refus palestiniens. Et pourtant, il y a d'autres considérations, malheureusement, et surtout en Europe, avec son histoire d'antisémitisme, c'est triste. Et alors justement, ce sur quoi s'appuie cette soudaine énergie, alors qu'ils n'ont pas du tout dépensé d'énergie pour créer un État palestinien dans la dynamique d'Oslo, ce qui aurait été possible avec les milliards de dollars qui ont été donnés. Et avec c'est le parti économique, vous parlez de la partie économique? Oui, non, mais les milliards de dollars que non, les Palestiniens, l'autorité palestinienne a reçu depuis des années. Des donateurs depuis 20 ans, la période d'Oslo. Il aurait pu avoir un État palestinien. En fait, ils l'ont effectivement refusé de le mettre sur pied parce qu'ils voulaient tout. Ils ne voulaient pas une sorte de partition. Et donc maintenant qu'ils refusent à nouveau, est-ce que Israël ne s'expose pas, puisque c'est l'une des menaces qu'a faite Abou Mazen? Il a dit que non seulement il allait faire des discours à l'ONU, qu'il en a fait déjà quelques-uns, etc. Et d'ailleurs, il aura rencontré le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Olmert dans une conférence à Manhattan, qui est un scandale en soi, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui peut suivre aussi, ce sont de nouvelles poursuites judiciaires contre Israël à la Cour internationale de La Haye, d'autant que Abou Mazen, toujours cet Abou Mazen, a dit qu'il était en train de mobiliser une équipe d'avocats internationaux, c'est-à-dire pas seulement palestiniens ou arabes, mais étrangers, pour étudier ce plan et montrer en quoi il viole le droit international et en quoi Israël, s'il ose faire des mesures d'annexion en Judée-Samarie, eh bien, serait en dehors du droit international. Est-ce qu'on risque pas d'autres poursuites, après déjà les poursuites qui ont déjà été engagées
par la présidente, la haut-commissaire à la Cour de justice pénale de La Haye il y a quelques semaines, Fatou Bensouda, qui a déjà a ouvert une enquête pour crimes de guerre et violation des droits de l'homme par Israël dans les territoires depuis quelques années. Donc, c'est un autre sujet, mais qui est connexe. Est-ce qu'on ne va pas vers une judiciarisation de ce conflit irrésolvable? Écoutez, Abou Mazen le fait parce qu'il veut le faire. Il n'y a pas de problème. Seulement, il ne faut pas oublier qu'Israël, et ni l'Amérique d'ailleurs, n'ont pas signé la charte du tribunal criminel international. Et en fait, ils n'ont pas le droit de parler d'Israël et d'attaquer Israël. Seulement, ils peuvent le dire à haute voix. Ils peuvent prendre, là-bas à la Cour, ils peuvent prendre certaines décisions et d'autres pays du tiers-monde ou pays européens peuvent les appliquer contre Israël. Pas en Israël, mais contre Israël. Ils peuvent peut-être, je ne sais pas, arrêter un général israélien, même un premier ministre. Mais ça m'étonnerait que ça, parce qu'il y a quand même certaines limites à un moment donné. Puis nous avons une équipe très importante d'avocats qui sait le faire et ça ne se fait pas immédiatement du jour au lendemain. Donc lui, Abou Mazen va faire le maximum. Comme il a toujours fait, parce que tout ce qui lui reste, les terroristes ne marchent pas, les boycotts économiques ne marchent pas, les guerres ouvertes ne marchent pas, alors il reste l'isolation d'Israël par les droits internationaux. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, il y a eu une présentation du plan Trump au Machon Truman, au Institut Truman de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il y avait là-bas Ziad Abu Ziad. Alors, quelqu'un de chez nous qui écoutait lui a demandé, écoutez, est-ce que les accords d'Oslo existent ou n'existent pas? Alors, il a commencé à tergiférer, et puis il a dit, non, ils existent. On ne peut pas les laisser tomber, on ne peut pas, nous, les Palestiniens, parce que c'est les accords d'Oslo qui ont créé et qui ont donné un statut international aux Palestiniens. Nous avons maintenant un gouvernement et même un État. Alors, on ne peut pas laisser tomber ça. Écoutez, donc, les Palestiniens, après je lui ai demandé, M. Ziad Abu Ziad, donc, Oslo existe, mais vous avez pris pour vous l'histoire des statuts internationaux et en contrepartie, vous nous avez donné du terrorisme et refus. Alors il a commencé à dire, vous ne connaissez pas l'histoire, c'est pas comme ça qu'il faut voir, etc. Mais le fait est qu'il admet lui-même que Oslo existe à cause du statut international de l'autorité palestinienne, uniquement pour ça. Donc, en fait, celui qui veut écouter les Arabes, les Palestiniens, comme ils parlent, peut facilement comprendre les conflits. Mais puisque la presse, surtout la presse européenne, ne veut pas, alors les résultats sont contraires, malheureusement. Ouais, ça ajoute de la confusion, oui. Et ça ne me permet pas d'appeler un chat, finalement. C'est d'ailleurs l'un des mérites du plan Trump, me semble-t-il, que à la fois pour ce qui concerne la Judée-Samarie, la vallée du Jourdain, Jérusalem, en tout cas la vieille ville et la grande partie de l'enveloppe de Jérusalem ne sera pas redivisée, c'est appeler un chat, c'est-à-dire c'est traduire au plan diplomatique, la traversée de l'histoire, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure. Alors, je reviens tout de même sur cette défiance des Européens, qui a quand même subi un contre-coup il y a quelques jours, puisque le nouveau ministre européen des Affaires étrangères, Monsieur Borrell, qui est espagnol d'ailleurs. Qui est espagnol, oui, a proposé une résolution il y a quelques jours qui était une résolution demandant au Conseil de l'Europe de condamner, les 27 pays du Conseil de condamner le plan Trump, oui, et toute initiative israélienne. Et il a échoué. C'est quand même sans précédent, puisqu'il semblerait dans la législation européenne, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est une résolution. Unanimité, il faut l'unanimité. Il y a une dizaine de pays, surtout des pays de l'Europe orientale, ce qu'on appelait autrefois l'Europe de l'Est, dont la Tchéquie, la Hongrie, etc., qui ont refusé. Et donc cette résolution n'est pas passée. C'est quand même un beau résultat pour Israël. Oui, c'est un beau résultat, mais modeste. Soyons modestes. Parce que c'est uniquement un certain pays, les grands pays comme la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, etc., l'Espagne sont contre nous, la Suède, les Norvège. Enfin, c'est quand même le résultat de
de la diplomatie ouverte menée par Netanyahou, qui a été très critiqué par une certaine gauche humaniste qui disait mais qu'est-ce qu'il va faire avec un anti-sémite comme le président hongrois, etc. Mais en fait, Netanyahou avait raisonné en termes de chef d'État pour l'intérêt d'Israël il a réussi. On recueille les fruits de cela aujourd'hui. D'ailleurs, à propos de M. Borrell que vous venez de mentionner, il a été donc ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Et il était connu comme un anti-israélien de choc. À un moment donné, il y a quelques années, il a dit « Écoutez, je sais que l'Iran veut détruire Israël, il faudra vivre avec. Donc, si jamais l'Iran détruit Israël, lui, il sera d'accord. Et actuellement, il vient d'être nommé comme ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. C'est quelque chose d'inimaginable. Un homme qui a décidé qu'Israël doit être détruit. Il accepte la menace iranienne. Alors, c'est ça l'Europe des droits de l'homme. On comprend rien. Mais alors, à quoi vous attribuez, vous, puisque vous êtes un diplomate chevronné, vous avez circulé dans plusieurs pays et servi Israël dans plusieurs pays européens, à quoi vous attribuez cette haine? Parce que c'est au-delà des intérêts économiques, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une haine qu'on pourrait qualifier de structurelle dans le leadership européen, dans une bonne partie du leadership européen, une haine structurelle contre Israël. Écoutez, vous venez d'ouvrir un sujet extrêmement difficile et complexe. On n'aura pas le temps de... Non, mais donnez-moi votre... Et je crois qu'à la base, il y a l'antisémitisme chrétien européen, il n'y a pas de doute. Séculaire, traditionnel. Séculaire, etc. Les Juifs sont dans l'imagination européenne. Dans l'imaginaire, oui. Dans l'imaginaire européen, ils sont négatifs. D'ailleurs, la plupart des Européens ne savent pas pourquoi. Ils ont déjà oublié, parce que peut-être ils se rappellent l'histoire de Jésus, etc. Mais il y a un problème. Donc, Israël est négatif par définition. Par définition. Par définition, puisque c'est un État juif. Et puis, c'est un État juif aussi qui contre la doctrine de l'Église, est devenu juif. Il y a un problème extrêmement grave. Ça, à mon avis, c'est à la base. Ça fait comprendre la plupart des choses. Autre chose, en face, il y a la politique. Il y a quand même un monde arabe de 300-400 millions d'habitants. Il y a un monde musulman avec 1,5 milliard de musulmans. Il y a soutien politique, il y a problème économique et tout cela. Et bien entendu, face à tout cela, nous sommes un seul pays juif, n'est-ce pas? Et sans coalition, on n'a pas de coalition. Les Arabes ont des coalitions formidables. Ils ont la Ligue arabe, ils ont les organisations de coopération et musulmanes, ils ont l'Union interparlementaire arabe, etc., etc. Nous avons la Knesset, c'est tout. Donc, écoutez, alors, les Européens savent en même temps que nous sommes quand même, c'est notre État. Ils savent, dans leur fort intérieur, que c'est finalement notre État. Nous sommes militairement extrêmement forts, mais ils savent aussi que nous sommes politiquement très faibles. Parce que divisés, parce que... Non, on parle des coalitions internationales. Et ils profitent de cela. Mais chaque fois que l'Europe condamne Israël, et l'Europe condamne Israël pratiquement une trentaine de fois par an à travers les Nations Unies, ils sont en train de nous isoler, de nous affaiblir face au monde entier. C'est ça le problème. Alors, on a vu cette volonté d'affaiblissement particulièrement développée au moment juste après la publication donc, du plan Trump. Et j'avais trouvé une petite référence, une fois n'est pas coutume, une référence biblique assez intéressante. C'est qu'on a lu il y a quelques jours dans la section hebdomadaire de la Torah Béchalar, la traversée de la mer Rouge, au sortir d'Égypte, et il y a le chant de la mer, Shirat Hayam, et il y a un verset là-bas qui est commenté par Rachid de manière incroyable, parce que, comme le disait l'un des sages francophones venus d'Algérie, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, il avait dit certaines fois quand l'actualité s'accélère, quand on lit les journaux, on a l'impression de lire la Bible, et quand on lit la Bible, on a l'impression de lire les journaux. Et alors, à ce titre, il y a quelques jours, il y a un verset extraordinaire à la fin de ce chant de la mer que les Hébreux ont entonné pour rendre grâce au Créateur de les avoir protégés dans cette ouverture de la mer, qui dit ceci en hébreu, Nivalu
Alofé Edom, Ve'ele Moab. Alors, traduction rapide, c'est les responsables et les grandes autorités du peuple d'Édom sont tombés à la renverse devant ce phénomène miraculeux, et aussi les responsables de Moab, du peuple de Moab, qui sont deux peuples frontaliers à l'est du Jourdain. Et Rachi, il n'était pas géopolitologue, mais il était très lucide, il dit: je comprends bien que Moab, ça lui déplaise, parce que Moab, on aura un conflit, on a vu dans l'histoire territoriale avec lui, et il y a eu la terre de Moab à un moment était je dirais peuplée par Israël, etc. Mais il dit Édom. Pourquoi Édom ? Édom, qui signifie en fait à la fois un ensemble géographique, c'est le nord de l'Arabie Saoudite, au sud de la Jordanie, et en même temps c'est aussi un ensemble qui signifie en fait l'Occident. Édom aujourd'hui c'est les enfants des sables, ça désigne l'Occident chrétien. Alors il dit, mais parce que lui il n'avait pas à redouter, c'est une tradition établie, une loi, que les enfants d'Israël ne doivent pas du tout occuper ce territoire qui lui est dévolu, il n'y a pas de conflit territorial. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et c'est ça, là, on lit les journaux en lisant la Bible et inversement. Il dit, Rachi, il dit, parce que pourquoi il est tombé à la renverse ? Parce que quand Israël est au summum de sa gloire, soit dans le cadre de la traversée de la mer Rouge, soit dans le cadre d'un plan qui est, comme le plan Trump, extrêmement intéressant pour Israël, eh bien, il ne supporte pas qu'Israël soit en position positive. Et je crois que ça explique, entre autres, l'initiative Borrell, Joseph Borrell, un Espagnol, sans doute catholique d'origine, qui ne supporte pas qu'Israël soit mis en position favorable par le plan Trump. Exactement. Donc il y a ici un problème culturel, psychologique et politique à la fois, ensemble. Et c'est ça qui complique la situation. Oui, exactement. Écoutez, on ne peut pas effacer l'histoire de l'Europe, de la chrétienté. Ça existe toujours. Bien qu'actuellement, peut-être la majorité des gens en Europe sont des laïcs, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, les églises sont vides. Mais le fait que les Juifs ont quelque chose de négatif en eux-mêmes, ça présente dans leur esprit. C'est ça le problème. Et ça, on ne peut pas changer. Puis, il n'y a pas une autre façon d'étudier l'histoire pour l'instant. Tous les pays européens n'ont pas changé les programmes d'éducation en ce qui concerne l'histoire du peuple juif et Israël. Il y a un très intéressant ouvrage que je cite souvent dans certaines de mes interventions, et que je ne prive pas de citer ici, que vous avez sans doute parcouru ou lu, qui est paru d'ailleurs à 7 ou 8 ans déjà. C'est une analyse assez courte, mais très pertinente du sociopsychologue français Jean-Claude Milner, qui a écrit un livre intitulé « Les penchants criminels de l'Europe démocratique », dans lequel il analyse l'antisémitisme et l'antisionisme européen comme structurel et lié, dit-il entre autres, à l'image de la guerre. C'est-à-dire que l'Europe, c'est pas seulement à cause du christianisme traditionnel qui compte beaucoup, l'antisémitisme chrétien traditionnel, hérité du Moyen-Âge et des temps les plus reculés. Mais c'est, dit-il, parce que les Juifs, et maintenant l'État d'Israël, qui porte le nom juif, rappellent aux Européens la marque de la guerre. En quelque sorte, ils nous reprochent d'avoir été les victimes d'Auschwitz, et Auschwitz qui est quand même une grande plaie et une grande catastrophe pour la culture européenne, un pays qui se voulait cultiver, etc. Et donc, finalement, le nom juif, le nom d'Israël, leur rappelle leur échec. Exactement. Si jamais nous disparaissons, alors ils seront très contents. Il y aura plus de sens de culpabilité. C'est ça. C'est un phénomène très complexe. Finalement. Exactement. Écoutez, alors revenons pour finir, puisqu'on s'approche de la fin de notre temps imparti à cette émission. Revenons à la comparaison qu'avait faite. On n'a pas pu la passer parce qu'on manquait de temps, de Netanyahou le soir même du 28 janvier, quand il est intervenu après l'exposé de Trump à Washington, présentant son plan. Il a fait une comparaison un petit peu à son avantage en disant que l'instant de 1948, la déclaration de l'État d'Israël, la déclaration d'indépendance, se renouvelait dans la mesure où, à l'époque, le premier pays qui a reconnu officiellement Israël furent les États-Unis du président Truman, et il a expliqué qu'il y avait eu donc de la part de Ben Gurion un acte audacieux, etc. Et en fait, dans la comparaison qu'il a faite, on disait, comme on a l'impression que, il comparait Trump à Truman dans son audace, et lui il se comparait à Ben Gurion. Alors, est-ce que vous le suivez jusque-là ? Parce que ça a été un peu commenté de manière un peu ironique en Israël. Oui, écoutez, nous sommes
devant les troisième élections en Israël. Tout le monde joue pour gagner des voix. Et je n'aime pas ce genre de comparaison. Netanyahou a fait du très bon travail politiquement, il n'y a pas de doute, et aussi économiquement. Oui. Le pays d'Israël est très fort, il n'y a pas de problème. Maintenant, OK, on a eu de la chance, on a M. Trump, ça pourrait être Bernie Sanders. Bon, mais pour finir tout de même, au-delà du fait que tout le monde fait des fagots de tout bois, comme vous dites, pour les élections, il s'avère, pour la conclusion qu'on essaie de tirer ensemble maintenant de la publication de ce plan, vous pensez que c'est quand même un tournant historique dans l'histoire du conflit israélo-palestinien? Il n'y a pas de doute, parce que ça ne peut pas être oublié comme ça. Ça ne peut pas être mis de côté. Il y aura des effets, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas. On attend derrière nos élections. On va voir aussi d'autres, peut-être, réactions palestiniennes, peut-être, je ne sais pas. Le fait est que le Conseil de sécurité qui va voter demain, ils ont un peu donc, affaibli les résolutions. Je ne dis pas qu'ils vont revenir aux négociations, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quelque chose est arrivé. Même l'Europe devra en rendre compte à elle-même. Et mettre peut-être un peu d'eau dans son vin. N'y a-t-il pas, enfin, une ultime question, un des avantages, pas seulement pour Israël, mais pour les Palestiniens, qui finalement, le peuple palestinien, si tant est que ce soit une entité homogène, souffre de son leadership depuis tellement d'années. Il y a un décalage. De la même manière, d'ailleurs, chez les Arabes israéliens, il y a un décalage entre les citoyens de base qui, eux, veulent rester israéliens, etc., et un leadership qui est complètement perclus de double allégeance et qui, tout en profitant de l'État d'Israël, est extrêmement pro-palestinien, même extrémiste. Il y a un décalage chez les Arabes israéliens. Et d'ailleurs, un des mérites du plan, c'est peut-être que, en ce qui concerne les Arabes israéliens, ça va les pousser à se situer, à peut-être changer de leadership. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aussi, l'une des promesses en filigrane du plan Trump, c'est que c'est un appel au changement du leadership palestinien, puisqu'il refuse toutes les tendances, sans parler du Hamas extrémiste, et d'ailleurs le Fatah de Abou Mazen est tout aussi extrémiste, il a simplement une autre allure. Ne pensez-vous pas que malgré tout, surtout que dans le plan on dit qu'ils commenceront à injecter 5 milliards de dollars sur 10 ans, c'est-à-dire 50 milliards de dollars pour l'État palestinien. Non. 27 milliards pour les Palestiniens et 23 millions pour les pays tout autour, l'Égypte, la Jordanie et le Liban. C'est ça, et donc en plus ce sera de l'argent qui ne sera pas seulement américain, c'est de l'argent saoudien, d'autres pays, des Investissement aussi. Investissement important. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est un appel du pied, puisqu'il se donne 4 ans avant de commencer à voir si ce plan peut s'appliquer? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un appel du pied, un changement Je vois ce que vous voulez dire. Parce qu'il a 82 ans ou 83 ans, il est malade, et Abou Mazen, il peut aller dans l'autre monde et chaque jour. À cet âge-là, tout est possible, n'est-ce pas? Mais il y a un problème. Nous ne voyons pas, ni Palestiniens eux-mêmes, et quelqu'un qui va prendre sa place. Ils ne savent pas, ils sont incapables de le faire. Il y a au Premier ministre, M. Shtia, c'est un homme moyen, pas très intéressant, de toute façon, sans charisme. Est-ce qu'il y aura des jeunes qui viendront? On ne sait pas. Est-ce qu'ils demanderont que Barghouti sorte de sa prison? Et donc, ça reste complètement ouvert. Et il y a ici un problème, on va voir, il faut suivre. Mais il n'y a pas de doute, écoutez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. C'est très difficile, très complexe. Mais ça ouvre la porte aux Arabes d'avoir un État, il n'y a pas de doute, ça a été accepté encore une fois par Netanyahou. Quoi qu'on dise, il a accepté. Donc, avec des conditions difficiles. Avec les conditions. Mais le principe est là et quelque chose de nouveau se trouve sur la table. Eh bien, écoutez, on va se donner rendez-vous pour dans quelques semaines, plutôt quelques mois, voire si ce n'est des années, parce que ça prendra du temps. Je vous remercie d'être venu pour cette analyse. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.